Chers Risers et Riseuses, où que vous soyez, bienvenue dans le briefing diplomatique royal. Ici Espoir Kenga pour vous accompagner pendant une très longue exploration sur les secrets du royaume de Dieu. Les secrets du royaume de Dieu. Bonjour chers Risers et bienvenue dans cette vidéo de présentation. Donc là nous sommes le 3 janvier 2021 et je tiens une fois de plus à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année, vœux d'accomplissement et de manifestation personnelle. Mon désir est que vous puissiez découvrir pourquoi vous êtes encore vivant cette année et accomplir cela. Bon, le but de cette vidéo est de vous faire un petit exposé. C'est suite à mon premier podcast qui est disponible sur ma chaîne YouTube Espoir Kenga, tout simplement. Donc j'ai commencé un podcast et dans l'introduction, parce que c'est une série, dans l'introduction, j'ai fait une introduction sur une série où je vais parler de la pensée de Dieu, dans la philosophie de Dieu. Donc, dans cette introduction là, j'ai parlé du proverbe 23, qui est un proverbe, en fait, qui est un passage de la Bible, qui est un passage très populaire. C'est un passage qui est utilisé par des politiciens, par des chefs d'entreprise, c'est utilisé par des motivateurs, par des chefs d'État, par des personnes lambda. Bref, c'est un passage qui est très populaire et très à la mode. Cependant, c'est un passage qui n'est pas compris. Pour la plupart du temps, on le cite à travers et on le cite sans comprendre en fait. On le cite en disant tel un homme pense, tel il est. Cependant, c'est pas ce que ce passage dit. Ce passage, Proverbe 23:7 dit l'homme est comme les pensées de son âme, pas tout simplement comme les pensées. Et dans cette vidéo, si vous allez comprendre pourquoi c'est important de citer ce verset complètement, ne pas juste s'arrêter à parce que on dit tel un homme pense, tel il est, donc l'homme est comme ses pensées. Non, l'homme n'est pas comme ses pensées, l'homme est comme les pensées de son âme. Vous allez comprendre dans cette vidéo quoi c'est important. Dieu ne dit rien de façon anodine. Donc je vous ai expliqué ici, ça c'est la petite méditation que j'ai faite sur ce verset et voilà, je partage cela avec vous parce que la connaissance de la vérité rend libre. Ce n'est pas l'indépendance qui rend libre. La preuve c'est que depuis des années, plus de 60 ans déjà que la plupart des pays africains ont obtenu leur indépendance, ils ne sont pas libres. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils sont ignorants et ils sont toujours en train de vouloir même être colonisés encore. Et on va encore vous coloniser tout simplement. Donc dans ce podcast, dans cette introduction, je vous ai fait comprendre que Dieu a une pensée et que la pensée de Dieu c'est la colonisation. Je vous ai fait comprendre que la colonisation en fait c'est pas un concept humain, mais c'est un concept divin qui a été copié et perverti par les occidentaux. Et la colonisation c'est la volonté ou alors la pensée originale même de Dieu, c'est le précepte de Dieu. Le précepte c'est une pensée originale. Donc le précepte c'est la pensée avant la pensée. Donc, comme je vous voyez sur le tableau, avant d'arriver à un produit ou alors une théorie, on parle d'un précepte. Un précepte, bon, le dictionnaire définit les préceptes comme un ensemble de règles à suivre, etc., etc. Oui, c'est vrai, mais de façon étymologique, c'est pas ça. Parce qu'en fait, on confond précepte et parfois à des lois. Mais en fait, c'est pas de façon étymologique. Vous voyez le mot précepte, il y a un préfixe. Il y a le préfixe pré et sept. Donc, un précepte, c'est une pensée avant la pensée. Une pensée originale ou alors une pensée première. Donc, quand on a cette pensée première, donc vous avez pré et sept. Sept comme la conception. Donc, vous avez un sept d'abord. Et ce sept-là, ce précepte est conçu dans l'âme. Vous voyez la sagesse de Dieu. Donc, ce précepte-là est conçu quelque part. Il y a un processus d'ovulation de la pensée qui se passe dans l'âme. Et une fois que cette ovulation-là est terminée, ou alors cette fécondation est terminée, fécondation de la pensée est terminée, une pensée maintenant, il y a l'embryon, la pensée maintenant qui est embryonnaire. Et une fois que cette pensée est enfantée, c'est une idée. Donc, l'idée, c'est l'expression de la pensée. Donc, le fait de penser, en fait, c'est le fait de donner une forme à la pensée première, de structurer cette pensée-là. Et une fois qu'on a vu, parce que penser vient d'un mot, non, pas penser, pardon, idéine. L'idée vient du mot idéine qui signifie voir, donner une structure ou former une pensée. Donc, c'est en fait l'accouchement de l'embryon que nous avons eu lors de la fécondation de la pensée dans notre âme. Notre âme qui peut être considérée comme le sein d'une femme. Donc là, il y a un processus de conception de notre pensée, de conception de la pensée première, maintenant qui est enfantée ou qui est exprimée sous forme d'idée. Maintenant, l'idée, jusqu'ici, avant de continuer, je tiens à préciser ici que la pensée première peut être avortée. Donc un précepte peut être avorté. Un précepte peut être avorté. Donc quelqu'un peut avoir une pensée première et tout simplement rejeter cette pensée et avorter cette pensée
pensées-là, donc il n'y aura jamais une idée qui sera émise après ces pensées. Donc une idée, c'est une pensée qui a suivi son processus de fécondation, de maturation et d'enfantement. Donc une fois que la pensée a été enfantée, on a cette idée-là. Mais cette idée aussi peut mourir, parce que même quand on met un enfant au monde, il peut mourir. Donc cette idée-là a besoin de croître. Elle a besoin de croître, et pour croître, il lui faut une culture. Qu'est-ce qu'une culture? Une culture, c'est un environnement favorable à la croissance d'une chose ou d'un micro ou d'un organisme, tout simplement. On a la tendance aujourd'hui de confondre culture. Vous avez vu ici, j'ai enlightened culture, parce que c'est le facteur vif, very important facteur, c'est le facteur le plus important dans la vie. C'est tout simplement, la culture est tout simplement le facteur le plus important dans la vie de l'homme. C'est l'environnement. Demandez aux biologistes, ils vont bien vous expliquer cela. C'est l'environnement favorable à la croissance de toutes choses, une culture, de toutes choses. Tout ce que nous voyons dans la vie est le produit d'une culture. Alors lorsque la culture, bien sûr, est un processus de création, lorsqu'il s'agit d'une création, généralement, ça c'est le processus qui se passe dans les entreprises. Pour ceux-là qui sont entrepreneurs, ils vont bien me comprendre. Donc, quand on veut mettre sur place un produit, on pense d'abord, on réfléchit, on met en place une stratégie. Le produit ne naît pas juste comme ça. Il y a tout un processus avant de mettre en place un produit. Et ce processus-là, en fait, on est en train de créer une culture dans laquelle le produit va être mis sur pied. Et je suis pas là aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat, parce que c'était pas le sujet de mon podcast. Donc, je voulais quand même mentionner ça. Donc, lorsque la culture est un processus de création, voilà, on obtient un produit. Pour toute autre chose, voilà, lorsque par exemple la culture a pour objectif de faire croître une idée ou alors de faire mûrir une idée, on obtient une théorie. Alors, et maintenant c'est ici là que la chaîne commence pour faire l'homme, pour faire ce monsieur. Comme vous avez vu, homme égale la pensée de son âme. Donc pour arriver à l'homme, l'homme c'est qui? L'homme c'est quoi, pardon? Parce que ici, il faut aussi bien comprendre que ici, quand la Bible dit dans le Proverbe 23, c'est que l'homme est comme les pensées de son âme, il ne s'agit pas d'une question d'identité. Non, parce que l'identité, elle n'est pas liée à un produit. L'identité est liée au créateur du produit. Les entrepreneurs me comprennent très bien. L'identité d'un produit n'est jamais liée au produit lui-même. L'identité d'un produit est liée à la pensée du créateur de ce produit-là. Donc ici, il ne s'agit pas, quand la Bible dit, Proverbe 23, c'est dit, l'homme est égal à la pensée de son âme, ou alors est comme les pensées de son âme. Il ne s'agit pas de l'identité de l'homme. Il s'agit plutôt de la personnalité de l'homme. Donc voilà, donc ce qui fait notre personnalité, c'est notre attitude, c'est nos croyances, c'est nos décisions, et nos décisions déterminent nos actions. Donc voici ce qui fait la personnalité d'un homme, c'est ça, ses croyances, son attitude et ses décisions. Et bien sûr, l'attitude est influencée par les croyances, est déterminée par les croyances, la décision aussi est déterminée par l'attitude, bien sûr. Et voilà, ce sont les décisions. L'action est tout simplement la conséquence d'une décision. Donc une fois qu'une théorie est née de la culture, et la théorie qui va naître maintenant dépend de la culture dans laquelle l'idée s'est développée. Alors si la culture s'est développée, si l'idée s'est développée dans la culture qui a été pourvue par le penseur, parce que il faut savoir que tout penseur qui émet une idée émet aussi une culture pour la croissance de cette idée-là, parce que la pensée est comme le père d'une idée, ou alors le penseur est comme le père d'une idée. Donc c'est le penseur qui émet ou alors qui produit la culture pour la croissance de toute chose. Donc quelqu'un qui vous émet une idée et qui ne vous donne pas une culture pour la croissance de cette chose-là, c'est un mauvais penseur. Un bon penseur pense, lorsqu'il émet une idée, il donne aussi la culture qui va permettre à cette idée-là de croître, de se développer et de se perpétuer. Donc, je vais prendre par un exemple très simple. Je vais prendre l'exemple du mariage. Alors, le mariage aujourd'hui, ou alors des relations de la famille et du mariage en général. Le mariage aujourd'hui a été pris comme étant en fait, c'est tout le monde qui pense à sa façon les relations. Pourtant, les relations, le mariage n'est pas une occurrence. Ce n'est pas quelque chose qu'on a juste constaté. C'est quelque chose qui a été pensé par quelqu'un d'autre. Si on veut croître ou alors développer des relations saines, il faut retourner vers le penseur de cette relation-là. Si on veut se mettre par exemple en couple, il faut retourner vers le penseur de l'idée du couple, de l'idée de la. Si on veut avoir une bonne famille, il faut retourner vers le penseur de la famille. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont des experts, mais en fait, qui sont des experts en stupidité.
stupidité et des experts même en ignorance. Je prends un exemple très simple. Consultez les statistiques. Les personnes qui se remarient le plus, ce sont les conseillers matrimoniaux. Et c'est ces personnes-là que vous allez pour avoir vos conseils avant de vous mettre en couple ou alors lorsque vous avez un problème dans vos couples. Or, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à gérer des couples, mais ils sont établis et reconnus par notre société, par notre culture comme étant des experts. Beaucoup de gens que nous considérons comme étant des experts sont en fait des experts en stupidité, en imbécilité. Pourquoi? Et voilà, ils croient vraiment, ils croient qu'ils sont des experts. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La culture dans laquelle on les a fait croire. Donc, ils ont développé leur théorie dans une fausse culture, dans une culture que eux-mêmes doivent appeler ça une culture synthétisée, parce que ils ont laissé la culture du penseur original et ils ont manufacturé une autre culture et ils ont mis une pensée qui ne vient pas d'eux. Ils ont pris la pensée de quelqu'un et ils ont voulu le faire croître dans leur propre culture. C'est un peu comme si vous prenez le carburateur d'une Toyota et vous voulez le faire fonctionner dans une Lamborghini. Vous voyez à quel point l'homme est stupide et se vante d'être intelligent. Donc, et je suis aussi interpellé parce que je m'adresse beaucoup aux Africains. Africa Rise Motion, c'est un mouvement qui veut mon objectif, parce que c'est ce que j'ai. Moi, ce que j'ai, c'est le digital. Donc, je peux que donner ce que j'ai. Donc, j'ai créé donc ce mouvement pour, bon, c'est pas un mouvement, c'est une entreprise pour fédérer des gens autour du digital. Et comment est-ce que nous, Africains, nous pouvons prendre avantage du digital pour développer notre continent. Donc, si ça t'intéresse, contacte-moi sur africarisemotion.com.uk. Il y a déjà une petite équipe qui est formée, qui travaille. Et si tu veux aussi faire partie de cette équipe-là, tu es la bienvenue. On a besoin des gens avec qui travailler. On a aussi besoin des gens qui peuvent accompagner des jeunes. J'ai perdu le fil. Voilà, je voulais aussi m'adresser aux Africains, à mes frères. Comme vous le voyez sur ce graphe, j'ai dit quoi? J'ai dit, notre culture va nous faire aimer des théories. Je vais encore revenir sur le mariage, prendre un autre exemple. Par exemple, une théorie dans les relations hétérosexuelles, c'est que, voilà, ça c'est une théorie qui est commune dans mon pays, le Cameroun. D'ailleurs, c'est pas que dans mon pays, je suis ici, je suis avec plusieurs nations et ils ont la même théorie. On ne mange pas la banane avec la peau, on ne suce pas le bonbon avec l'emballage. Ça, c'est quoi? Ce sont des théories. On n'achète pas sans avoir goûté. C'est quoi? Ce sont des théories qu'ils émettent. D'où vient ces théories? Ça vient de la culture dans laquelle ils ont grandi. Peut-être ce sont leurs parents qui leur ont dit ça, peut-être ce sont leurs amis qui leur ont dit ça, peut-être c'est la télévision, les médias qui leur ont dit ça. Donc c'est ça en fait la culture, l'environnement de croissance qui a déterminé leur théorie, et ces théories-là, au fur et à mesure qu'ils les émettent, ça croît. Ces théories-là, ça grandit, ça devient quoi? Ça devient une philosophie. La philosophie, on nous a envoyé à l'école avec la philosophie, mais la philosophie en fait est très simple. La philosophie, c'est tout simplement l'amour du savoir. Philosophie, c'est philo et sophie et sophia. Philo, c'est l'amour et savoir, et sophie, c'est savoir. Donc au fur et à mesure que ces théories-là croissent en eux, ça devient un savoir, et ça qui constitue leur philosophie ou alors leur système de pensée. La philosophie, c'est aussi un système de pensée. Et là, jusque-là, ce n'est pas encore si dangereux que ça, parce que jusqu'ici, ça peut être tué. Donc ici, toute philosophie peut être assassinée. Il peut être assassiné à ce niveau-ci. En la remplaçant, bien sûr, on ne tue pas une philosophie, mais on la remplace par une autre. Mais lorsque ça passe par le processus d'idéologisation, c'est là que ça devient, que le retour en arrière est vraiment très, très difficile. C'est parce que l'idéalisation, après idéalisation, après idéologisation d'un système de pensée, tout devient vrai. Donc si par exemple, voilà, tu pensais, c'était qu'une pensée, on ne goûte pas, on ne mange pas la banane avec la peau, c'était qu'une pensée jusqu'ici. Mais une fois que c'est pour toi, tu l'as accepté ça pour vrai, ça devient une croyance. Et quand ça devient une croyance, mon Dieu, voilà, une fois que c'est devenu une croyance, c'est vrai pour toi. Il n'y a personne qui peut te convaincre du contraire. C'est vrai, il y a absolument personne. Il faut une situation dramatique et fatale pour te faire reconsidérer cela. Uniquement, il n'y a que ça qui peut te faire reconsidérer ces choses-là, ou alors une intervention surnaturelle ou un miracle. Oui, parce que là maintenant, c'est ça qui va faire. Quand on voit les gens qui font d'expérience sexuelle en expérience sexuelle, je vois aujourd'hui la religion. Vous savez, la religion est tellement inutile et stupide. On passe le temps à dire aux gens ne faites pas ceci, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Non, en fait, même ces gens-là, quand vous les dites, ils savent, est-ce qu'ils sont des gens? Ils savent, quand l'homme même fait ce qui est mauvais, il sait qu'il a fait ce qui est mauvais, parce qu'il a quoi? Il a une conscience. Prenez les gens et amenez-les dans la culture originale. Ne leur dites pas ce qu'ils doivent faire, ne leur dites pas les décisions qu'ils doivent prendre. L'homme a horreur qu'on lui dise ce qu'il doit faire, parce que l'homme n'a pas été créé pour qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Prenez cet homme, mettez-le dans la culture originale, c'est-à-dire dans la culture que le penseur a pensé pour le produit, et sa théorie va être changée, il va croître, et
et va être changé et ça va croître pour devenir une philosophie appropriée. Et ce qui va connaître sa connaissance maintenant, ce sera une connaissance appropriée. C'est d'ailleurs pourquoi je fais ceci. C'est mon objectif. Mon objectif, c'est qu'au final, vous puissiez reconsidérer ça. Je vais vous exposer la culture du penseur qui est Dieu dans mes podcasts. Et parfois, je vais faire des vidéos comme ceci qui seront comme des TP. Donc, c'est comme des TP pour expliquer les idées que j'expose dans les podcasts. Donc, voilà, on a nos théories, on a cette attitude-là maintenant envers le sexe opposé comme étant un objet de plaisir tout simplement. Et voilà, ce qui nous fait pour ça prendre des décisions et des actions. On décide par exemple que voilà, ma décision c'est que je ne peux pas épouser une femme que je n'ai pas goûtée. Je ne peux pas épouser une femme avec laquelle je n'ai pas couché, je n'ai pas eu de rapport sexuel. C'est ça ma décision. Et cette décision-là me pousse à des actions, à poser des actions qui me fait d'aller d'expérience sexuelle en expérience sexuelle, en espérant trouver l'expérience du 7e ciel, la meilleure performance. Et voilà, on perpétue maintenant ces décisions que nous avons prises les décisions deviennent généralement des traditions. Ah oui, ça devient des traditions par un processus de perpétualisation. Un exemple, ou des lois. Alors, par un processus, ceux qui utilisent le processus de loi, c'est généralement les gouvernements ou des personnes qui ont une influence sur une grande population. Je vais prendre l'exemple de sa sainteté, le pape Benoît XVI. Monsieur le pape Benoît XVI, représentant des dieux sur terre, s'est permis de mettre un discours favorable au sujet de l'homosexualité. Et j'ai vu des gens scandalisés. Moi, ça ne m'a pas scandalisé. Ce qui m'a scandalisé, ce sont les gens qui influencent. C'est mon problème. En fait, c'est pas mon problème, c'est que c'est un influenceur. Il influence des millions de personnes. Il y a des millions, je pense même des milliards de personnes qui suivent ce que le pape dit. Donc, voilà. C'est ça mon problème, en fait. Parce que moi, je sais que ce qu'il a dit n'est que le produit de sa culture. Avec ses connaissances, ça ne va pas me scandaliser. Tout simplement, je comprends que ce monsieur n'a pas la culture du penseur. Il a sa propre culture religieuse corrompue. Et ce n'est pas un problème tant que tu le fais en secret. Ou alors, comme cela se faisait, parce que ce n'est pas aujourd'hui que l'homosexualité fait état dans l'église catholique, mais c'est devenu officiel. Et ça devient très dangereux parce que quand ça devient officiel, ça va se transformer en loi ou tradition. Ça va se perpétuer. Si on ne peut pas passer par la loi, on va passer par les traditions. Tradition, c'est quoi? Il y a tradition, il y a trade, édition. Donc, trade, le fait de trade, le trade, c'est quoi? C'est l'échange, le fait de transmettre. Et édition, c'est lié aux générations. Donc, le fait de transmettre aux générations. On transmet nos décisions aux générations. Beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui, nous ne les pensons pas. On les considère comme étant vraies, comme étant acceptées et acceptables juste parce que nos parents nous les ont transmis comme étant comme cela. Mais moi, je questionne tout. Maintenant, j'ai pris un exemple qui est très commun pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Maintenant, je vais parler à mes frères et sœurs africains. Mes frères, quand vous dites que le blanc, et je l'entends toujours, chaque fois que je l'entends, ça me donne, je sais pas, ça m'énerve en fait. Vous dites car le blanc n'est pas bête, le blanc est sage, le blanc sait ce qu'il fait. Est-ce que vous réalisez en fait que vous êtes en train de vous insulter? Vous êtes en train de dire en fait que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous êtes bête, et c'est pourquoi vous vous comportez, vous avez une attitude bizarre, une attitude justement d'imbécile. Vous dites que le blanc est développé, nous sommes sous-développés. Et évitez d'accepter les théories des blancs. L'Afrique n'est pas sous-développée, l'Afrique est sous-équipée. L'Afrique, nous les Africains, nous sommes sous-équipés, nous ne sommes pas sous-développés. Ceux qui sont sous-développés, ce sont les blancs. Le blanc, chez nous en Afrique, un homme ne couche pas avec un homme. Ça au moins on sait. Chez le blanc, un homme couche avec un homme. Chez le blanc, il y a vraiment des choses que quand je commence à prononcer, ça peut me rendre malade. Un monsieur couche avec son enfant. Et la loi et mon Dieu, la loi dit, qu'est-ce que j'ai dit ici? Qu'on perpétue quoi? On perpétue nos décisions par des lois. On permet à un monsieur de violer un enfant et on dit dans la loi que l'enfant doit être capable de prouver que le monsieur a violé Dieu. Et vous dites qu'ils sont développés. Est-ce que vous ne voyez pas à quel point ils sont stupides et imbéciles? Ce n'est pas un discours raciste que je fais, ce sont des faits. Je ne dis que des faits tels qu'ils sont. D'ailleurs, quand ils disent que nous sommes sous-développés, on ne dit pas qu'ils sont racistes, mais si nous on dit qu'ils sont sous-développés, on va dire que nous sommes racistes. Non, c'est un fait. Nous, noirs, est-ce que vous savez aussi même? Est-ce que vous savez? Parce que les blancs, ils vous ont apporté quoi? Ils vous ont apporté des théories que vous avez finalement acceptées, vous avez idéologisé. Les blancs sont venus en Afrique, ils vous ont dit que vous. C'est pourquoi j'ai un problème. Je suis partisan du panafricanisme, mais j'ai un problème avec ce mouvement parce qu'il passe le temps à dire il faut que nous les Africains, nous retournions à nos cultures. Très d'accord, parfait. Mais je me pose la question, quand vous dites retourner à nos cultures, vous vous référez à quoi? Et quand je les écoute, je comprends qu'ils se réfèrent en fait à nos traditions. Ça veut dire des traditions que nos ancêtres avaient
avait avant que les Blancs ne viennent nous coloniser. Je respecte nos ancêtres, mais nos ancêtres étaient autant stupides que nous aujourd'hui. Si les traditions étaient aussi bien que ça, étaient aussi utiles que ça, nous ne serons pas où nous sommes aujourd'hui. Donc si nous avons besoin si on veut se réveiller, on va se réveiller. Comme vous le dites, ça va aussi passer par notre culture. Je suis très d'accord avec cela. Mais notre culture doit être la culture, pas que nous avons pas une culture synthétisée, mais la culture du penseur original. La Bible dit que Dieu a fait toutes les nations avec un but, dont l'Afrique a un but. Or, si nous ne connaissons pas le but de Dieu pour l'Afrique, nous allons abuser de l'Afrique. Donc, et comme je l'ai dit au début de la vidéo, tout penseur, tout bon penseur, avec une pensée, donne une culture pour la croissance de cette pensée-là. Parce qu'il faut être un penseur imbécile pour penser, pour émettre une idée qui veut que tu souhaites que ça meure. Si tu souhaites que ton idée ne meure pas, tu dois émettre une culture. Aujourd'hui, nous sommes dominés, comme je l'ai dit dans mon podcast, nous sommes dominés par des hommes morts. La démocratie, l'impérialisme, le communisme, la religion, le christianisme, l'islam, toutes les idéologies que nous suivons, auxquelles nous adhérons aujourd'hui, sont des idéologies des personnes qui sont mortes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des bons penseurs, même si pour la plupart étaient corrompus, mais ils étaient quand même des bons penseurs. Avec leur pensée, ils ont émis une culture pour que cette pensée-là puisse être perpétuée, soit par des lois, soit par des traditions. Et aujourd'hui, on fait des choses sans même y penser, tout simplement parce que la culture est devenue si forte, c'est devenu si fort que c'est devenu une tradition. Donc, je suis pour qu'on retourne à nos cultures, mais qu'on sache exactement quelle est cette culture, la tradition. On n'a pas besoin de tradition de nos ancêtres, ça ne les a pas servi, ça ne nous servira pas. Donc, retournons à la culture du penseur original. Maintenant, avant qu'on se quitte, je vais vous dire quelque chose qui pour moi me semble être, je sais pas, scandaleux que nous ne réalisons pas, que nous ne le réalisons pas avec toute l'éducation et toute l'intelligence. C'est pourquoi je dis, on va à l'école pour être vraiment stupide, on va à l'école pour être bordé, on va à l'école. L'éducation ne nous sert pas. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs noirs, est-ce que vous savez que vous êtes le parent des blancs? Je le démontre à la fois scientifiquement, à la fois scripturalement et historiquement. Le noir est le parent du blanc, génétiquement parlant ou scientifiquement parlant. La couleur de la peau est déterminée par une information génétique qui se retrouve dans l'ADN de tout être humain. Cette information-là s'exprime sous forme d'allèles, de caractère dominant et de caractère récessif. Les parents, l'enfant reçoit des parents lors de la fécondation un allèle de sa maman et un allèle de son papa. S'il reçoit un allèle positif, il va exprimer dans la couleur de sa peau l'expression de l'allèle, je voulais dire dominant, s'il reçoit l'allèle dominant. Et il est scientifiquement démontré que l'allèle dominant de la couleur de la peau, c'est l'allèle noir. Donc Adam, là je viens à la Bible, Adam, le premier homme qui a vécu sur terre, ne pouvait qu'être noir. Et il ne pouvait qu'être très bien noir, mais pas noir comme nous sommes noirs aujourd'hui, noir de chez noir, parce que nous sommes marrons, nous ne sommes pas noirs. Et voilà, comme le torchon qui est sur mon tableau ici, là, Adam devait être noir, bien noir. Et il devait avoir maintenant un allèle récessif blanc pour pouvoir produire des blancs dans sa progéniture. Pas peut-être chez Caïn et Abel, mais peut-être dans la 8e, 20e ou 100e génération. Historiquement, les plus vieux ossements, on vous l'a enseigné à l'école, mais parce que tu vas considérer le blanc comme étant un dieu. Les plus vieux ossements qui ont été trouvés, qui n'ont jamais été retrouvés, ont été retrouvés en Éthiopie, en Afrique. La religion ne vous le dit pas, mais c'est dans votre Bible. Dans la deuxième page de votre Bible, il est écrit, la Bible donne la description géographique du jardin d'Éden. Ça se trouve, je vais vous montrer. La description géographique du jardin d'Éden, ça recouvre cette zone-ci de l'Égypte, Soudan et Éthiopie et l'Asie mineure. Donc ici, l'homme a souris en train de circuler. Donc ça se trouve dans cette zone du jardin d'Éden. Et je tiens à vous préciser que c'est des habitants qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, selon même la datation, et donc quand on fait un mixage entre la datation et les découvertes archéologiques et la technologie 3D, on découvre que Jésus, pas que Jésus, mais que les Juifs de l'époque de Jésus avaient la peau noire. Donc arrêtez ce complexe d'infériorité que vous avez avec les blancs. Ça me fatigue. Arrêtons avec ça. Même nous-mêmes qui avons le discours panafricaniste, on passe toujours le temps à dire que les blancs sont meilleurs que nous. Et on passe le temps à dire qu'on doit copier des blancs. Comment vous voulez? Bon, je sais pas. En tout cas, moi, je suis là. Voici ma position que j'ai choisie. Ma position, c'est que je vais prendre la pensée du penseur original, étudier sa culture et grandir, me développer dans sa culture. Voilà. Je t'invite aussi à le faire. Parce qu'en fait, le reste, ce sont que des opinions. Mais la pensée de ce monsieur-ci, c'est quoi? Ce sont des principes. Et les principes, on ne les change pas. Les principes, tu vas monter, descendre. Mais les principes, on ne brise pas un principe. Le principe de brise. Par exemple, un principe naturel que Dieu a établi, c'est que tout corps
Alors, voilà, on l'a même appelé la loi de la pesanteur. C'est une loi naturelle. On l'a juste découvert, nous l'avons pas créé. Tout corps qui est élevé à l'air libre va tomber. Donc, si toi tu dis que bon, tu es trop intelligent, tu vas marcher sur l'air ou bien tu vas sauter sur un étage, la loi va te briser. La seule façon de ne pas se soumettre à une loi, c'est de se soumettre à une loi qui est supérieure à cette loi-là, comme l'aérodynamique par exemple. C'est une aussi loi qu'on n'a pas créée, qu'on a découvert et qu'on utilise aujourd'hui, que l'industrie de l'aviation utilise aujourd'hui. Donc voilà, ce sera tout. Donc j'espère que j'ai été clair. Je vous ai expliqué la pensée. Pourquoi est-ce qu'il ne faut plus dire penser? L'homme est comme sa pensée, mais comme les pensées de son âme. J'ai partagé avec vous ma méditation sur ce passage. Je vous ai donné tout le processus de la pensée et pourquoi est-ce que justement Dieu dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Alors pourquoi est-ce que la Bible dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Voilà, avant de partir, il y a une autre idéologie. Je tiens vraiment à parler de ça parce que je vais beaucoup parler de ça dans mon podcast. Je vais vous exposer une autre idéologie ici qui influence la moitié des habitants de la Terre. Qu'est-ce que je dis? Plus de la moitié des habitants de la Terre. L'idéologie religieuse. En fait, la religion, malgré toutes ses différences et tout de même ses oppositions et ses divisions et ses confusions, a une base. C'est une vie meilleure après la mort. Que ce soit par une réincarnation ou que ce soit au paradis. La base, c'est ça. Une vie meilleure après la mort. Cependant, les chrétiens qui disent que ils sont fondés sur la Bible, ils prétendent être fondés sur la Bible parce que je vous montre aujourd'hui quelque chose. Non, je vais laisser ça pour le podcast. On va parler de ça au podcast. C'est dans la première page de la Bible. La première page de la Bible. Demandez à un religieux pourquoi Dieu a créé l'homme. Vous écoutez sa réponse. Et suivez mon podcast. Vous allez voir. Je vais vous montrer. C'est dans Dieu nous aime tellement que sa volonté, il n'a pas fait de ça un mystère. Donc, rendez-vous au podcast. Bye bye. Et bonne année encore. Frères et sœurs, je vous aime et votre roi encore plus. C'était Espoir Kenga et j'espère que ce message a apporté un plus en vous. Pour nous contacter, rendez-vous sur africarisemotion.co.uk, menu social. Rise.